Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence virtuelle présentée par Progima en collaboration avec la boulangerie Saint-Donat sur un sujet important s'il n'en est pour les 25 prochaines années, l'usine artisanale des temps modernes. La croissance du secteur de la transformation alimentaire est telle que les entreprises doivent prendre des moyens extraordinaires pour soutenir la croissance des ventes et l'augmentation de leur production. Dans un contexte économique où la main-d'œuvre est rare, la concurrence est féroce et les produits sont toujours plus sophistiqués, les organisations veulent trouver des solutions à un dilemme typiquement manufacturier. Comment améliorer la productivité d'une PME à l'ère du 4.0 tout en augmentant la diversité des produits et en conservant une confection de qualité artisanale? C'est ce que va tenter d'expliquer Mathieu Loranger, ingénieur directeur du projet du groupe Progima, aidé de Madame Marie-Ève Saint-Amour, directeur général de la boulangerie Saint-Donat. Mathieu est titulaire d'une maîtrise en gestion de l'ingénierie de l'Université de Sherbrooke. Il est aussi diplômé en production automatisée de l'ETS et ceinture verte en Lean Six Sigma. Reconnu pour son dynamisme et ses qualités interpersonnelles et sa grande capacité de communiquer dans les 2 langues officielles, il a enseigné en automation et en robotique à l'ETS. Il a occupé les fonctions de directeur d'usine, de chargé de projet, de concepteur en automatisation et robotisation dans différentes organisations du secteur de la transformation alimentaire. Son expérience et sa maîtrise avancée du domaine, se mariant à son sens du leadership naturel, en font un individu clé. Il est capable de piloter avec aisance et efficacité des projets simples jusqu'à des changements profonds en entreprise. Marie-Ève Saint-Amour est directrice générale de la boulangerie Saint-Donat. La boulangerie Saint-Donat est une entreprise de fabrication de pâtisserie établie à Saint-Donat depuis plus de 90 ans. Le succès généré par ces produits basés sur diverses recettes traditionnelles a permis une croissance constante de l'organisation. En 1989, la boulangerie Saint-Donat a été acquise par M. Guillaume Saint-Amour. Dès le début, Marie-Ève, sa fille de 11 ans, s'est impliquée dans l'entreprise. Elle a pu occuper différents postes à tous les échelons et dans presque tous les départements. Après ses études universitaires en communication, elle a naturellement repris l'entreprise familiale. Détentrice d'un diplôme de l'école d'entrepreneurs de Beauce, Marie-Ève Saint-Amour est présidente directrice générale de la boulangerie Saint-Donat depuis 2017. Fière de son équipe qui compte un peu plus de 80 employés, elle dirige maintenant une entreprise qui produit plus de 4 millions de succulents desserts par année. Mathieu, Marie-Ève, je vous laisse maintenant la place et bonne conférence. Alors, merci beaucoup, M. Poncin. Tel que mentionné un peu plus tôt, au cours de cette présentation, là, vous allez pouvoir découvrir le cheminement d'un fleuron de la pâtisserie au Québec, la boulangerie Saint-Donat, dans ses démarches d'amélioration et d'automatisation, démarches qui sont adossées à une volonté ferme et immuable de ne pas sacrifier les valeurs de l'entreprise ni la qualité des produits qui sont faits. On n'est pas en train de transformer ça là, en usine Tesla. On fait des tartes, et vous allez voir, ça va revenir tout au long de la conférence. Là. On fait des tartes et des desserts de qualité, comme le faisait et ou le fait encore grand-maman. Marie-Ève, vous parler de l'histoire de la boulangerie. Oui. Bon, bonjour. Ben oui, alors pour revenir un peu sur l'historique de Boulangerie Saint-Donat, on peut dire que depuis 1924, il y a une boulangerie en continu à Saint-Donat qui s'est transmise par différentes familles. Il y a eu la famille Régimbald, les Beaux Séjours, puis, comme l'a dit M. Poncin, en 1989, mon père, Guillaume Saint-Amour, en a fait l'acquisition et effectivement, moi, j'avais 11 ans à l'époque. Vous pouvez maintenant deviner mon âge. J'allais lui donner un coup de main les soirs, les fins de semaine. Et ensuite de ça, on a continué, on a eu beaucoup de croissance. En 2006, on a décidé de s'établir dans une nouvelle usine, de construire une nouvelle usine sur des terrains qui appartenaient à ma grand-mère. Donc, on peut dire que l'usine actuelle est bâtie sur le caveau à patates familial. Et c'est aussi à cette époque-là que je suis devenue copropriétaire avec mon père. Puis, bon, toujours en suivant l'augmentation des ventes, on a décidé en 2014 de faire un agrandissement majeur de l'usine. On a plus que doublé la superficie de l'usine. Puis, ben, c'est quelques années après ça que j'ai pris la présidence, que je suis maintenant la seule actionnaire de l'usine, de l'entreprise. Donc, la boulangerie Saint-Donat, en quelques chiffres. Marie-Ève a mentionné qu'il y avait eu construction
il y a déjà presque 15 ans, de nouvelle usine, puis un agrandissement à cette usine-là. L'usine actuelle compte près de 32 000 pieds carrés. Donc, on parle pas d'un petit local de sous-sol, là. On parle d'une usine de taille non négligeable qui compte quand même 80 employés dans l'usine. Pour vous donner une idée, là, on a parlé un peu plus tôt de 4 millions de succulents desserts par année. Là. Ça représente, entre autres, 1200 tonnes de farine, 1300 tonnes de pommes et là, bonjour les dents sucrées, 2300 tonnes, plus de 2300 tonnes de cassonade. Ça fait une quantité assez incroyable de matières premières pour faire tous ces desserts. Les produits de la boulangerie sont distribués dans 1500 points de vente au Québec, en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique. Puis quand vient le printemps, c'est le temps des produits de l'érable, bien là, il y a une distribution pan-canadienne qui se fait notamment chez Costco là, de certains produits de l'érable de la boulangerie Saint-Donat, donc d'un océan à l'autre. Croissance annuelle non négligeable et soutenue surtout, ce n'est pas juste une année, on a fait 11 %. Annuellement, la boulangerie croît de 10 % année après année après année. Donc, on peut comprendre pourquoi, il y a eu déménagement, 2, agrandissement, puis 3, pourquoi Marie-Ève nous a appelés il y a bientôt 2 ans en disant « Ouais, là, ça commence à être serré un peu, qu'est-ce qu'on pourrait faire? » Donc, on parle quand même de plus de 50 produits différents dans 4 catégories. Là. On connaît les tartes, mais aussi les pêtes de sœur, les carrés aux dattes. Donc, beaucoup de succulents, délices sucrés. Donc, quelle a été la démarche, en fait, qui a été entreprise par la boulangerie en collaboration avec Progima? En fait, au départ, nous, notre mission, c'est de fournir des desserts qui sont issus de recettes du terroir, qui nous viennent de familles et d'amis, qu'on fabrique avec des ingrédients qu'on retrouve dans nos garde-manger, puis qu'on fabrique comme à la maison. D'ailleurs, un de nos plus beaux commentaires qu'on peut recevoir, c'est quand un consommateur nous dit hey, « Wow, votre tarte est vraiment bonne, est aussi bonne ou parfois même meilleure que celle de ma mère. » Ça, c'est notre paye ultime. Puis, on est aussi super fiers du côté feuilleté de notre pâte à tarte. On a d'ailleurs fait développer un équipement qui permet d'abaisser la pâte. Là. Tu sais, je vous imite le mouvement, là, mais comme on le fait à la maison, là, en tournant la pâte avec notre rouleau à pâte, pour garder justement ce côté artisanal. Là. Fait que donner un petit peu plus de trouble que ce qu'il y a d'habitude sur le marché pour garder ça parce que ça nous tient vraiment à cœur. Comme l'a dit Mathieu, pourquoi on a fait appel à une firme d'ingénieurs industriels? C'est que malgré la croissance des ventes, nos marges diminuaient. Il y a une pression pour qu'on n'augmente pas trop nos prix de vente et il y a aussi une pénurie de main-d'œuvre. Hein, je ne vous apprends rien. Bon, à Saint-Donat, ça dure depuis un bon moment. Mais donc, bref, on cherchait à améliorer notre sort, à aussi s'automatiser pour être un petit peu moins dépendant de cette main-d'œuvre un peu rare là. Puis, c'est ça, on a une super bonne équipe de direction, mais on n'a pas nécessairement l'expertise pointue pour être capable de faire tous ces mouvements-là à l'interne. Donc, c'est pourquoi on a fait appel à Progima. La situation qui a été vécue par la boulangerie, là, de voir un accroissement des volumes de production, des volumes de vente, puis pourtant de voir une diminution des marges, ce n'est pas quelque chose qui est unique à la boulangerie Saint-Donat. On voit souvent ça, c'est souvent un symptôme ou un signe indicateur que notre mode de production est arrivé à sa limite. Soit on a un mode artisanal puis on devrait passer à un mode atelier, ou on a un mode atelier qui devrait passer en mode usine, ou encore on a une usine qui devrait passer en mode super usine. Quand on arrive aux abords de ces paliers-là, c'est là qu'on s'aperçoit souvent qu'on a beau travailler fort, en faire plus, en vendre plus, on ne fait pas nécessairement plus de sous au bout de l'année. Et là, ça, c'est dommage, il y a des moyens à prendre. Comme Marie-Ève a mentionné, le génie industriel, c'est un des outils dans le coffre à outils qui nous permet de vaincre, de minimiser ces situations. Donc, il y avait des investissements majeurs qui avaient été envisagés initialement dans le cours du projet, là, puis à notre arrivée dans le projet. Il y avait un certain nombre d'enjeux, comme Marie-Ève a mentionné, des volumes qui étaient en croissance, mais une marge qui fondait comme beurre dans la poêle. Et certains de ces enjeux-là, il y avait les enjeux de main-d'œuvre. Saint-Donat ne sont pas uniques à ça. Probablement que le fait que de la région, de la saisonnalité de la main-d'œuvre, etc., de la quantité de chalets qu'il y a dans ce coin-là, fait que la situation est un peu particulière et particulière depuis longtemps. Mais on le voit à Laval, on le voit à Drummondville, on le voit à Montréal. La situation est la même partout. Je suis sûr que dans
dans le Bas-Saint-Laurent, puis Sept-Îles, c'est la même situation. On a un enjeu de pénurie de main-d'œuvre qui a été vraiment exacerbée dans les derniers mois en lien avec la PCU. Ça rendait le fait de trouver de la main-d'œuvre extrêmement difficile. On avait aussi un autre enjeu au niveau de la boulangerie. Marie va parler de sa machine ou du système spécial qui a été développé pour faire la baisse des pâtes. Bien, ce système-là est capable de fonctionner plus vite que la capacité de cuisson et de refroidissement disponible. Donc, c'est beau d'avoir une machine super performante pour faire des tartes, mais quand on n'est pas capable de les faire cuire, Marie-Ève ne vend pas des tartes crues, elle vend des tartes cuites, donc il faut les faire cuire. Donc, il y avait quelque chose à faire au niveau de la capacité de cuisson. Ensuite, on a une superficie d'usine qui est limitée. On parle quand même de 32 000 pieds carrés. Ça a l'air grand. Pour ceux d'entre vous qui ont des plus petites usines, ça a l'air grand. 32 000 pieds carrés avec un taux d'occupation aussi élevé que ce qui se passe à Saint-Donat. Le 32 000 pieds carrés, il n'y a pas de lousse. Il est occupé, je dirais, à pleine capacité, puis il y a des places qu'on pense en 3D, parce qu'il faut penser à comment est-ce que ça va rentrer. Donc, on n'avait pas d'espace dans lequel manœuvrer. Et finalement, il y avait un peu un inconnu au niveau de la performance opérationnelle et des infrastructures de gestion. Comme Marie-Ève a mentionné, ils ont vraiment une équipe en place solide. Il y a des perles là-dedans qui font extrêmement bien leur travail. Par contre, il manquait d'outils de mesure. Les outils de mesure dataient d'il y a quelques années. Donc, qu'est-ce qu'on a fait initialement? Ce qui avait été envisagé, c'est, OK, on le sait, là, si on veut passer de notre marche usine à notre marche super usine, on va y aller en cuisson continue, en refroidissement continu. Ça va être magnifique, il va y avoir des moteurs, ça va tourner, il va y avoir du stainless partout. Bon, ça, c'est beau dans nos rêves d'ingénieurs en production automatisée. Par contre, c'est pas nécessairement, ça demande une certaine analyse avant de se lancer dans des grands projets comme ça. Ensuite, il y avait le refroidissement, lui aussi, en continu, parce que faire cuire des tartes, c'est bien, mais l'usine n'est pas assez grande pour avoir un assez grand nombre de fenêtres pour ouvrir la fenêtre puis mettre, comme dans le temps de grand-maman ou dans le temps des milliers de Bordelot, bien, la tarte sur le bord de la fenêtre pour qu'elle puisse refroidir avant qu'on la mette dans la boîte si on ne veut pas que ça pogne dans la condensation. Donc, qui dit capacité de cuisson doit dire capacité de refroidissement aussi. Et finalement, qu'est-ce qui avait été envisagé aussi? C'est de faire de l'automatisation sur la fin de ligne de la ligne des tartes. Les tartes sont produites sur un système qui est relativement automatisé, mais qui demande une grande quantité de main-d'œuvre. Puis, on fait la cuisson, on fait le refroidissement. Puis après, avant de faire la mise en carton puis la mise en caisse, bien, il y a quand même beaucoup de manipulation de ces produits-là à faire. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire? Où est-ce que ça pouvait être intelligent de s'automatiser ou se mécaniser? Bien là, on avait besoin de faire des analyses. Donc, ce qu'on a mis en place comme stratégie d'analyse, c'est premièrement la validation des temps et des enjeux de performance. On est allé, à grands coups d'ingénieurs industriels, faire des observations sur site, donc des mesures de cadence, mesurer et valider le nombre de personnes qui sont en place pour tel ou tel produit. Est-ce que les vitesses sont bonnes? Combien de temps prennent les changements de format, les changements de saveur, etc., pour avoir une bonne idée de la situation actuelle. Dans la situation actuelle aussi, on a fait une mise à jour du plan d'usine pour connaître le terrain de jeu. Là. Voici la cartographie de ce qu'on a entre les mains et ce avec quoi on peut travailler. Et ensuite, on a décidé de faire, au lieu de partir là, dans des grands projets de cuisson en continu, réfrigération en continu, on a dit, soyons sages, soyons réalistes et prudents, puis commençons par faire des petits projets de mécanisation au lieu de se promener, de se lancer dans de la grosse automatisation. Faisons des petits projets de mécanisation pour aller chercher des petits points d'efficacité à gauche et à droite, minimiser certains risques de CNE-SST, puis être capable de mettre en place une habitude à rentrer des nouveaux projets dans une usine que ça faisait quand même quelques années qu'ils n'avaient pas vu de projet majeur. Ensuite, au niveau de l'approche de l'exécution, on essaie toujours d'axer ça sur des résultats opérationnels. Ce qu'on essaie d'éviter à tout prix, c'est de livrer au client un cartable. Il dit, ah, voici la démarche que nous avons faite, vous avez un tableau, vous avez juste à faire ce qu'il y a dans le tableau, puis ça va fonctionner. Donc, on ne travaille pas de cette façon-là. On accompagne le client de l'analyse de la situation actuelle vers l'optimisation et l'implantation, incluant la partie, OK, on va être là quand vous allez boulonner des choses dans le plancher. Donc, au niveau de l'analyse de la situation actuelle, on va analyser les volumes de production, on va comprendre des procédés. C'est facile de dire, ah, on le sait comment faire une tarte. J'ai vu une vidéo, Ricardo, il en a fait une autre fois à la télé, je le sais comment faire, ou José Di Stasio, j'ai déjà vu, je connais ça, je maîtrise ça. Mais faire une tarte à la maison, en faire une, et en faire 2400 à l'heure, comme fait Marie-Ève quand elle fait la tarte aux pommes de 9 pouces, il y a quand même une marge entre les deux. Donc,
faut être capable de comprendre les procédés. D'où proviennent les matières premières? Comment est-ce qu'elles se déplacent? Quels sont les flux de matière, les flux des individus? Quelles sont les durées? Où est-ce qu'on a des gaspillages dans les processus, dans les procédés, etc., pour pouvoir les éliminer? L'objectif, si on veut faire de la croissance, il y a deux façons de réaliser ça. C'est un, maximiser la performance, ou deux, augmenter la capacité. Sachant qu'augmenter la capacité, si on n'a pas maximisé la performance avant, c'est donner des coups d'épée dans l'eau, c'est faire des investissements dans le beurre, bien, on essaye, pas des investissements dans le beurre comme acheter plus de beurre, là, mais faire des investissements qui ne sont pas rentables. Donc, on essaye d'éliminer les gaspillages à la source. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on définit une nouvelle stratégie industrielle. Donc, on se fixe des objectifs de production à atteindre. Marie-Ève n'était pas intéressée à dire « Ah, ben cette année, j'ai fait 4 millions de desserts. L'année prochaine, j'aimerais faire 4 millions 6 desserts. » Elle n'aurait pas besoin de nous pour ça. Elle a juste besoin de rester une demi-heure de plus un mardi soir dans l'année et faire 6 desserts. Donc, on établit les objectifs de production à atteindre. Et après ça, on identifie les potentiels d'amélioration, puis on réfléchit sur l'automatisation. L'automatisation, le 4.0, on l'appellera comme on voudra, ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil qui nous permet d'aller chercher de la capacité ou qui nous permet d'aller chercher de la performance ou de l'efficacité. Donc, on réfléchit sur comment est-ce qu'on peut adosser l'augmentation des volumes de production qui sont demandés sur une minimisation des gaspillages, une augmentation de la performance et potentiellement de l'automatisation si ça nous permet d'y parvenir. Ensuite, on propose différents scénarios. OK, Marie-Ève, ben, on va virer ton usine à l'envers. On va installer ci, on va installer ça. Ça va prendre 183 semaines, ça va coûter 82 millions d'euros. Ça va être magnifique. Et habituellement, Marie-Ève, la réponse est comme oh, un instant. Donc, une fois qu'on a ce plan-là à pelleter des licornes dans les nuages, on va optimiser le plan avant de l'implanter. Parce que c'est beau d'avoir des grandes idées, mais toute entreprise, qu'elle soit de Saint-Donat ou pas, toute entreprise a premièrement des budgets à respecter. Il y a aussi une capacité de gestion du changement puis d'intégration de nouvelles technologies qui est limitée. On ne peut pas installer 62 nouveaux systèmes dans une usine de 80 employés et penser que du jour au lendemain, tout le monde va apprendre ces nouvelles technologies-là, puis va les adopter à bras-le-corps, puis ils vont être des porteurs puis des leaders. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, on élabore notre plan d'action, on évalue les coûts budgétaires des éléments majeurs du projet, on fait habituellement un phasage, un diagramme détaillé, puis après ça, on supporte la gestion de projet. Marie-Ève et son équipe, là, il y a 80 personnes là-dedans qui sont engagées et qui veulent que ça fonctionne. Par contre, ils ont un quotidien à gérer. On ne peut pas demander au directeur d'usine ou à la chef contrôle qualité, en plus de sa tâche quotidienne et de ses projets internes d'amélioration qui pilotent de toute façon, de gérer des projets d'investissement en capitaux, puis des contracteurs, puis des installations, puis le technicien, puis etc., etc. Donc, on est là pour supporter l'entreprise à ce niveau-là. Marie-Ève, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais ajouter au niveau des étapes? Ou... Ça me semble très clair. On peut continuer vers les réalisations qu'on a fait avec vous. Bon, donc, effectivement, on a vu qu'on avait mis en place un plan assez détaillé, stratégique et structuré de comment on part de la situation actuelle, des objectifs futurs, la définition de la stratégie. Une fois qu'on a défini une stratégie, ce n'est pas tout. Comme je vous ai dit, on ne veut pas livrer à Marie-Ève un projet qui est dans un cartable ou juste un tableau dans Excel qui dit ah, vous avez juste à faire ci, ça dans telle étape, puis dans 18 semaines, tout va fonctionner. Donc, ce qu'on veut faire, c'est l'accompagner dans la réalisation. On a dû challenger comme équipe de projet, on a fini par challenger les solutions initiales à l'intérieur de notre démarche structurée. Là. On avait un portfolio d'investissement en capitaux initial qui était immense, mais ce n'est pas tous ces projets-là qui faisaient du sens. Ce n'est pas tous ces projets-là qui faisaient du sens maintenant. Il a fallu faire des choix, puis en fait, se poser la question, puis jouer nous-mêmes à l'avocat du diable, quand Marie-Ève ne jouait pas à l'avocate du diable elle-même, de dire, OK, est-ce qu'on en a, je cite Pierre-Yves McSween, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Un des objectifs du génie industriel, c'est d'essayer d'obtenir le résultat maximal avec un minimum d'investissement. Que ce soit un investissement en temps, en matériel, en ressources humaines, puis en équipement, il faut qu'on en fasse le plus possible avec le moins possible. Donc, au lieu en partant d'une stratégie initiale qui entrevoyait une automatisation complète de la cuisson de la réfrigération, on a fait des analyses, puis là, on en est venu à mettre en place un plan d'action qui était très épuré et morcelé par étapes pour que ce soit, au lieu d'essayer de manger le carré aux dates au complet, quoique croyez-moi, ça se fait, au lieu d'essayer de faire ça, bien, on va le défaire en petites bouchées, puis
puis une bouchée à la fois, on va finir par le manger au complet, ça se gaspille. Donc, on a mis en place un plan d'action. Plan d'action à travers lequel on a dit qu'on avait mécanisé certaines opérations. Donc, on est allé dire, OK, il y a des gens qui manipulent, là, littéralement, il y avait un monsieur qui manipulait 4 poches de 20 kg de cassonade à toutes les 6 minutes à longueur de journée quand on fait de la tarte au sucre. Donc, ce monsieur-là, c'est une personne exceptionnelle, extrêmement fort, mais si on demande à n'importe monsieur ou madame tout le monde qui est un nouvel employé d'aller faire son travail, bien, la personne ne réussira pas à faire ça, c'est pas vrai. Donc, on est allé installer un système vacuum, donc une aide au déplacement des poches et pour les blocs de gras et pour les sacs de cassonade. C'est un petit projet qui est somme toute là, dans l'échelle de l'évolution de ce qu'on fait avec la boulangerie Saint-Donat. C'est un projet qui est simple, mais c'est un projet qui permet de dire, regardez, là, on fait des choses, l'entreprise fait des choses pour qu'on s'améliore puis vous faciliter la vie. Donc ça a été une première étape. L'autre étape d'après, ça a été de se dire, OK, on a une multitude d'enjeux. On a notamment des enjeux de main-d'œuvre, des enjeux de performance. En fait, on n'avait pas vraiment d'enjeux de performance. Le résultat de nos analyses qu'on a fait sur le terrain ont révélé que les différents départements de fabrication et de production de la boulangerie sont extrêmement performants. On parle là, de disponibilité de système à 98 là, des chiffres qui font peur. Donc, qui font peur, mais de manière positive, là, pas qui font peur. Donc, on n'avait pas grand-chose comme ingénieur industriel à aller dire, on va vous expliquer c'est quoi des indicateurs de performance. Et fort de ces indicateurs de performance-là, vous devriez attaquer tel projet. Non, ça, c'était déjà tout fait. Donc, on a dit comment est-ce qu'on peut aller adresser nos enjeux de main-d'œuvre, nos enjeux de capacité de machine. Bien, on va le faire, mais en commençant par des plus petits projets simples. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé l'automatisation de la fabrication des carrés aux dates. Les carrés aux dates, pour ceux d'entre vous qui ne savaient pas c'est quoi, vous vivez dans une autre région que la nôtre, bien, c'est une croustade là, faite à base de cassonade, de beurre et de flocons d'avoine, suivie d'une couche de purée de dattes, suivie d'une autre couche de cassonade. Ça s'en va au four. C'est délicieux, c'est sucré, un peu collant. On aime ça. Donc, ça prenait beaucoup de monde pour faire ça. La croustade, là, avant qu'elle soit déposable dans le fond de la barquette, il fallait la séparer à travers une grille. Ça demandait beaucoup de mouvements physiques, là, un mouvement très répétitif. D'après ça, bien, le dosage se faisait manuellement. Donc, il y avait des gens littéralement qui pesaient la croustade dans un cul de poule en inox sur une petite balance, qui regardait, j'en ai 152 grammes, j'en enlève 2 grammes, j'en rajoute 1 gramme, etc. Mettait ça dans le fond, pilait à la main. Là, il y avait un dépôt de garniture. Il y avait quelqu'un, littéralement, Mme Sylvie ou Mme Josée, avec une maryse qui venait flatter pour que ça fasse une belle couche droite, puis il y avait un autre étage. Bon. Le produit était délicieux. On ne voulait pas sacrifier la qualité du produit. On ne voulait pas que ça passe dans une machine à saucisses ou que ça passe dans une machine à ballonner. Là. Par contre, on voulait être capable d'augmenter la cadence, un. Puis deux, on voulait être capable de libérer certains de ces opérateurs ou opératrices-là pour leur faire d'autres tâches ailleurs dans l'usine. Il faut comprendre qu'au niveau de la main-d'œuvre, l'usine était à moins 14. Donc, il y avait 14 personnes de moins qui travaillaient que ce que le budget, en fonction des volumes de production, ce que le budget de main-d'œuvre demandait. Donc, ces personnes-là qu'on a pris au carré aux dates, en automatisant les carrés aux dates, on a libéré des gens. Ces gens-là ne se sont pas retrouvés au chômage. Là. Ils se sont retrouvés ailleurs dans l'usine à aller faire d'autres choses, notamment des tartes ou notamment des pâtes de sorte. Donc, on a automatisé les carrés. Ça nous a permis d'aller chercher, un, une augmentation de cadence, deux, une diminution du coût unitaire, parce qu'avec 3 ou 4 personnes de moins sur la ligne de carré, en faisant plus de carrés dans la même journée, avec un niveau de qualité qui était plus répétitif aussi, parce que les systèmes automatisés ont permis de vraiment avoir toujours les mêmes quantités de dosage très égaux. Ça nous a permis, un, de faire plus de produits, deux, de faire un produit qui coûte moins cher à l'entreprise, et trois, de libérer de la main-d'œuvre, en plus non négligeable, d'aller aider, encore une fois, là, à diminuer les risques de blessures professionnelles, parce que les gens qui passaient la croustade au travers des grilles, c'était un travail qui était répétitif, qui demandait de passer. Donc, on s'est dit, OK, maintenant qu'on a libéré ces gens-là, c'est quoi les prochaines étapes de projet pour aller chercher d'autres gens, libérer d'autres gens, puis aller chercher plus de volume avec moins de gens, avec moins de sous. Bien, l'étape qu'on a regardée ensuite, ça a été d'automatiser la fin de ligne. Puis ça, on va en parler un peu plus tard. Mais notre carré aux dates, qu'on a libéré ces gens-là, puis qu'on est capable d'en faire plus, ça ne nous a pas aidé à faire cuire plus de tartes. Donc,
il a fallu qu'on attaque quand même notre système de capacité, notre enjeu de capacité de cuisson. Mais au lieu de le faire en faisant un four en continu, de la réfrigération en continu, on s'est dit, soyons responsables. On a déjà une stratégie de cuisson qui fonctionne. On va juste faire prendre de l'ampleur à cette stratégie-là. Donc, on a fait CTRL-C, CTRL-V. On a copié-collé les fours, puis on a installé des nouveaux fours identiques aux existants qui nous permettent de doubler, littéralement doubler notre capacité de cuisson. C'est sûr que c'est moins efficace et automatisé qu'une stratégie en continu, mais ça nous permet d'avoir des investissements qui sont beaucoup moins importants. Et donc, ça met un moins grand fardeau économique sur le dos de l'entreprise et de Mario. En fait, c'est ça aussi. Le but, c'est de bien dormir la nuit et c'est d'avoir du plaisir à faire les projets. Puis dans ce cadre-là, mon rôle à moi, c'est d'être le guide, c'est d'orienter les projets parce qu'il y en a plein de choses qu'on peut faire. Mais c'est quoi le prochain pas qui va nous amener un peu plus loin? Comme tu as dit tantôt, Mathieu, le moins d'investissement pour le meilleur résultat, c'est d'y aller comme ça en gérant le risque. C'est sûr qu'une partie de ma job, c'est de dire non ou pas tout de suite. Fait que c'est un peu... des fois, c'est un peu plate comme travail, mais en même temps, c'est dans le respect des gens parce que ça aussi, tu sais, tous mes directeurs, ils ont déjà leur quotidien. Puis le danger d'avoir trop de projets à la fois, c'est de perdre un petit peu le focus sur la qualité puis sur le quotidien, tu sais, de perdre quelque chose qui va bien au profit de nouveautés, là. C'est un peu un réflexe humain, mais c'est ça. Mon rôle, c'est de ramener ça puis d'être un petit peu plus conservatrice, là, mais je dirais une saine gestion, disons. C'est beaucoup plus joli, n'est-ce pas? Puis, en même temps, c'est d'être capable aussi de saisir les opportunités qui se présentent. À titre d'exemple, l'année passée, on a fait 200 000 pêtes de sœur pour Saint-Hubert, les restaurants Saint-Hubert. On a eu l'opportunité de participer à leur promotion pour Noël. Donc, on a fait des produits pour eux. Je trouvais que c'était une belle visibilité, un beau fit d'entreprise. On a eu de la visibilité comme on n'en a jamais vraiment eu. Ça a été une super belle fierté aussi pour les employés, pour la gang. Ça, c'était vraiment chouette. On a dû faire des choix au niveau de la production, mais ça fait aussi partie du plaisir d'être en entreprise. Fait que c'est une anecdote que je voulais vous raconter. Ils étaient bons quand même. Donc, fort de ces démarches-là, puis là, on en parle pendant 20 minutes, là, mais ces démarches-là, là, ça fait presque 2 ans que c'est enclenché. Là. À partir du début de l'année de la situation actuelle, là, les projets qui ont été réalisés, il y a un certain nombre de projets, puis on ne les a pas tous énumérés, mais il y a un certain nombre de projets qui ont été réalisés dans l'usine. Puis il y en a d'autres aussi qui vont se réaliser, qui sont soit en période de planification ou d'analyse plus ou moins avancée, puis il y en a d'autres qui sont sur le point de se réaliser. Donc, quels résultats, en tout cas les résultats mesurables et quantifiables, juste avec les axes dont on a parlé actuellement là, dans la conférence, qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat? Bien, premièrement, on en a parlé, il y a une répétitivité au niveau de la croustade et donc une répétitivité au niveau du résultat du carré aux dates qui n'était pas nécessairement là avant ou qui était plus difficile à mesurer. Dépendamment c'est qui se retrouvait sur la ligne, bien, des fois, on avait tendance à peser un peu plus fort, un peu moins fort. C'était un peu le syndrome du choix du chef. Bien là, il n'y a plus vraiment de choix du chef, c'est le choix du système. Donc ça nous permet une plus grande régularité. On est aussi passé de 2000 à 2800 unités par jour. 800 par jour, ça a l'air de... C'est pas tant que ça, si on regarde ça froidement, mais au bout d'une année, puis surtout considérant que là, ce qu'on a réalisé là, ce que l'équipe projet a réalisé, ça ne s'est pas fait avec 3 200 000 $ d'investissement. C'est des systèmes plutôt simples qui ont été développés en collaboration avec des entrepreneurs locaux. Donc, on est allé chercher un bon gain de performance avec des investissements, somme toute, raisonnables et responsables, surtout adossés sur un retour sur investissement qui a pris à peu près 6 mois. Là. Donc, des projets de retour sur investissement 6 mois, il n'y en a pas tout le temps. On va les prendre quand ils passent ceux-là. Donc, on a réduit aussi de 35 % le coût de main-d'œuvre par unité. Donc, pour un carré, bien, chaque carré coûte 35 % moins cher. Puis, ça permet justement là, de convaincre les présidentes directrices générales ou les directeurs des finances de faire ces projets-là. Quand on réussit à allier une diminution du coût unitaire à une augmentation de la capacité de production, on a des produits qui coûtent moins cher, puis en plus, on ajoute des nouveaux produits qui n'existaient pas,
sachant que chez Boulangerie Saint-Donat, chaque unité produite est vendue. C'est pas on en produit puis on espère qu'on va les vendre. Il y a un monsieur qui s'appelle Alexandre qui les vend, puis après ça, il se revire de bord, puis il demande à un autre monsieur qui s'appelle Alain. OK, Alain, moi j'en ai vendu tant, il faudrait que tu me les produises. Et là, commence la danse, la valse viennoise de on va essayer de s'arranger pour qu'on soit capable de tout produire ce qui est vendu. Beau problème à régler quand même. Oui, quand même. Dans les circonstances, là, c'est un beau problème. Okay. Au niveau des autres avantages, bien, on a eu 4 personnes réassignées quand on a mis la machine à carré-aux-dates en place. Puis ça, 4 personnes réassignées, quand on les a pas, ça fait vraiment du bien à une production. On peut les mettre ailleurs, puis personne n'a perdu sa job, là, je vous l'assure. Puis l'autre point, c'est qu'on avait un geste qui était hyper répétitif qu'on a éliminé. Fait que ça aussi, ça réduit les risques de blessures, puis ça donne un travail plus intéressant aux gens aussi. Et ça a été fait dans 2 axes différents. Il y a l'axe de la croustade qui a été fait, qui réduit un risque, mais comme on a mentionné plus tôt dans la présentation, les gens qui faisaient les garnitures pour les tartes, bien, ces gens-là manipulaient, puis les gens qui font les pâtes aussi, là, parce que vous avez vu la quantité de tonnes de farine, là, ça fait. La farine, c'est pas tout là, pour faire de la pâte à tarte. Ça prend 1 ou 2 autres ingrédients, notamment du gras. Bien, vous pouvez imaginer qu'à 1300 tonnes de farine, là, ça prend quand même quelques kilos de gras qu'il faut manipuler en bloc de 20 kilos. Donc, les gens qui font les pâtes et les gens qui font les garnitures du côté des tartes font maintenant leur travail avec un niveau d'énergie qui est beaucoup plus bas. À résultat égal, ils font ça avec un moins haut niveau d'énergie. Premièrement, ça évite les blessures, mais deuxièmement, ça permet aussi de réduire beaucoup la charge physique et donc la charge mentale. Ces gens-là sont à même de faire le travail, premièrement, de façon en étant moins bêtes avec les autres parce qu'ils sont moins brûlés, mais deuxièmement, avec un moins haut risque de se tromper aussi. Parce que quand on arrive là, à 2 heures l'après-midi et qu'on manipule des poches de cassonade depuis 6 heures le matin, bien, on commence à être fatigué puis on n'est plus aussi vif d'esprit. C'est tout le temps dans ce temps-là qu'on se trompe de recette, on se trompe dans un ingrédient ou on ne marque pas le bon numéro de lot sur la fiche de suivi de traçabilité. Puis là, ça cause tout plein de problèmes à la chef contrôle qualité qu'on essaie d'éviter. Exact. Et finalement, dernier morceau de projet, c'est la capacité de cuisson. 100% de plus de capacité de cuisson. C'était bien, c'était intéressant. Le temps qu'on a fait les analyses, ça aurait été super beau d'installer un beau four en continu, mais ça aurait mis l'entreprise en porte-à-faux. Premièrement, ça aurait changé les façons de travailler beaucoup. Deuxièmement, on était un peu incertain du résultat au niveau de la qualité de la cuisson et du résultat final de la pâte en la passant, en changeant complètement le mode de cuisson. Et troisièmement, bien, financièrement, ça met l'entreprise en porte-à-faux. Là, après ça, ça vient mettre une pression à Marie-Ève de rentabiliser son équipement pour peut-être prendre des décisions d'affaires, se mettre à sous-traiter pour quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça, qui vient chambouler la production, qui vient enlever l'attention et l'énergie sur ses produits forts à elle, juste pour rentabiliser un méga équipement qu'on a installé. Donc, on n'était pas rendu là, encore. Effectivement, effectivement. Et donc, qu'est-ce qui est à retenir de toute cette démarche-là? Bien, premièrement, quand on se met à faire des démarches là, au niveau de projets d'automatisation, que ce soit des projets d'automatisation ou une démarche d'amélioration continue, là, la boucle que vous voyez à gauche, c'est la boucle de la production à valeur ajoutée. Ces 3 axes-là doivent être présents dans une boucle d'amélioration, dans une boucle d'implantation de projet pour de l'automatisation, de la mécanisation. Et les 3 sont interreliés puis ne peuvent pas, le projet ne peut pas fonctionner si on n'a pas ces 3 axes-là qui fonctionnent. Donc, on a un axe qui est les systèmes opérationnels. Les systèmes opérationnels, c'est notre aménagement d'usine. De quoi a l'air notre usine, à quel point elle est grande, comment elle est organisée à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a comme procédé, comme processus, qu'est-ce qu'on a comme équipement et outillage qui nous permettent de faire notre travail. Tout ça, c'est des systèmes opérationnels. Donc, c'est une des avenues qu'on peut explorer pour faire des améliorations dans notre usine, soit en termes de performance, soit en termes de capacité. Ensuite, on a l'infrastructure de gestion. L'infrastructure de gestion, en gros, c'est tous les mécanismes et les systèmes qui nous permettent de mesurer ce qu'on fait dans l'usine. Donc, l'établissement des standards au niveau de la production, que ce soit les cadences ou les volumes, etc. Qu'est-ce qu'on a de standards? Ensuite, comment on fait pour mesurer notre performance? Comment on fait ensuite pour prendre action quand on décèle des écarts entre notre standard et notre performance mesurée?
c'est bien de dire, ah, ma machine, elle peut rouler. Quand je l'ai acheté, le vendeur, le vendeur m'a dit qu'elle faisait 3000. Ouais, OK. Mais actuellement, tu la roules à quelle vitesse? Ben, je la roule à 2200. Mais pourquoi tu la roules à 2200? Ah, il y a telle affaire, telle affaire, telle affaire. OK. Qu'est-ce que vous avez fait pour régler ce problème-là? Donc, on établit un standard, on documente ce standard-là, et après ça, on met en place l'infrastructure de gestion, d'être capable de faire nos tournées de plancher, nos tournées de superviseurs, mettre en place des indicateurs de performance pour être capable de déceler des écarts de performance, et ensuite mettre en place un projet d'amélioration pour être capable de minimiser ou d'éliminer ces écarts-là. Fait que là, on a parlé beaucoup de nos machines, on a parlé beaucoup de nos systèmes de gestion. Fait qu'on a des tableaux Excel, puis on affiche des choses, puis on a des superviseurs qui font des tournées. Mais ça, ces deux axes-là ne peuvent pas fonctionner, comme va vous expliquer Marie-Ève, sans le troisième axe qui est la culture et l'attitude. La culture et l'attitude, en effet, bien, au niveau de l'attitude, on a besoin de l'engagement et de l'implication des gens. Puis la culture, ça doit être une culture de performance. Comment on peut s'améliorer? Mais toujours en gardant la qualité au cœur de cette affaire-là, jamais en tassant la qualité, mais en l'impliquant dans le processus. Donc, comment on peut en faire plus avec notre monde, avec ce qu'on a? Donc, fort de la connaissance de ces trois axes-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter les grands écueils qui sont habituellement les classiques là, quand on fait une implantation de projet? Que ce soit un logiciel là, comme un ERP, ou que ce soit une nouvelle machine, ou que ce soit un déménagement d'usine, ou l'entrée d'une nouvelle gamme, bien, ce projet-là doit être géré par quelqu'un ou une équipe de quelqu'un. Puis il y a certains écueils qu'il faut faire attention d'éviter. Premièrement, le consultant omnipotent. Comme on vous a dit, il faut faire attention que ce n'est pas « Ah, OK, je suis venu voir ce que ça prend, là, je vais revenir en conquérant 8 semaines après avec mon cartable qui vous explique « Voici, c'est ça que vous devez faire. » Puis ça, on le dit parce que nous, on est consultants, on le dit que le consultant ne doit pas faire ça, mais ce rôle-là peut être occupé par quelqu'un à l'interne. Ça peut très bien être votre directrice des services techniques ou votre chef contrôle qualité qui fait un projet à l'interne, qui garde tout de son côté puis qui dit « OK, on va le faire comme ça. » Marie-Ève va parler au niveau de la culture et de l'attitude, d'avoir des gens qui sont impliqués et engagés. Quand les gens, on les implique puis on les engage dès le début, ils sont plus performants, ils sont plus collaboratifs, c'est plus facile de gérer le changement au fur et à mesure, au lieu d'arriver avec tambour et trompette en fin de projet puis de dire on va le faire comme ça, ça va fonctionner, effet sonore, éclair en arrière, lumière qui flash. Puis là, les gens, ils disent ben moi, je ne vais pas participer à ça, si tu penses que je vais t'aider. Et là, on décroche, puis là, notre culture de performance n'est plus là. Donc, le consultant omnipotent, ça nous ramène aussi au one-man army, là, essayer de tout faire en solo. Ça peut être one-man, one-woman. Mais de le faire tout seul, de ne pas consulter les autres, etc. Il faut éviter ça parce que les gens, premièrement, ils ont des bonnes idées. Deuxièmement, ils ont de l'expérience. Troisièmement, là, la moyenne des ours veulent que ça fonctionne, puis ils sont là pour que ça avance. Penser qu'un projet, c'est instantané. Ça, c'est une erreur. Premièrement, au niveau de l'analyse du projet, faire une acquisition, là, on achète une machine, puis là, on se dit OK, j'ai acheté ma machine, je vais l'avoir dans 8 semaines, je vais l'installer. Là, je vais payer sur Start, puis ça va démarrer tout de suite. Oh! Ah oui, il y a le délai d'approvisionnement, il y a le délai de recherche, il y a toute la partie technico-administrative. Une fois que notre système, notre changement de gamme, notre changement de mode opératoire est sur le plancher, là, qu'on a appuyé sur le bouton démarrer, là, une petite lumière verte, puis là, on se demande ce qui va se passer. Ce n'est pas instantané. Il faut soutenir les gens, il faut former. On a parlé là, de l'établissement des standards, de la documentation, de la gestion de la performance. Tout ça doit se faire au quotidien. Le gros du travail, là, une fois qu'on a installé un nouveau système, le gros du travail commence. Le travail facile et agréable, là, il était avant. Ça, c'est quand moi, je rentre dans le portrait. Il va y avoir des Linux, ça va tourner, il va y avoir un robot, ça va être débile. Le vrai travail commence quand on a installé notre bébelle sur le plancher, puis que là, il faut s'assurer que nos gens en tirent le maximum de son potentiel. Ensuite, faire attention à éviter la trop bonne affaire. Quand on fait faire des soumissions pour un système, on a décidé qu'on avait besoin d'une formeuse de boîte de carton, puis il y a 3 des fournisseurs qui sont à l'intérieur de 2 % les uns des autres, puis le 4e fournisseur est 85 000 en dessous des autres. C'est louche. Ça ne veut pas dire qu'il a tort. Peut-être qu'il y a un client qui a décidé de se retirer d'un projet, puis que là, il se retrouve avec une machine toute faite, puis il faut qu'il s'en débarrasse. Peut-être qu'il y en avait déjà une de prête. Peut-être que son carnet de commandes est vide, puis il a vraiment besoin du travail.
peut-être aussi qu'il n'a pas bien compris. Peut-être qu'on n'avait pas bien documenté nos requis, mais peut-être qu'il n'a pas bien interprété ou compris les requis, puis on va s'acheter des problèmes. Fait que, sauver 85 000 maintenant, mais manger 150 000 de perte de performance par année, ça n'a pas nécessairement l'investissement du siècle. Ensuite, la vente de garage. Je n'ai absolument rien contre l'acquisition d'équipements usagés. Il y a des entreprises super performantes qui font des achats de machines, qui les remettent à jour et qui les revendent. C'est parfait. Par contre, l'enjeu avec les systèmes usagés, c'est d'avoir le bon système, au bon niveau de qualité, au bon moment, au bon prix, au bon endroit. Faire venir une machine pour mettre en pot du yogourt qui vient des Philippines puis qui a traversé l'océan dans une cale de bateau, je ne suis pas certain que si cette machine-là, c'est la machine qui va sous-tendre la croissance de votre entreprise, ce soit nécessairement le bon choix. Donc, il faut faire des choix éclairés. Et finalement, le volant Gaine-Cuir. Si dans la vie, vous avez 6 enfants, vous avez probablement besoin d'une mini-fourgonnette. Je comprends que peut-être que vous vous dites « Non, je veux encore avoir un cabriolet sport », mais vous avez 6 enfants, ça va vous prendre une mini-fourgonnette parce que c'est ça la capacité dont vous avez besoin, c'est ça le système dont vous avez besoin. Mais faites attention de ne pas vous faire vendre un volant en cuir et des mags alors que vous n'en avez pas besoin. Concentrez-vous sur l'essentiel. Qu'est-ce qui va avoir un impact réel sur vos opérations, sur la croissance de votre entreprise? En conclusion, on a parlé d'une démarche d'automatisation, de mécanisation. L'automatisation et la mécanisation ne sont pas en soi ce qu'on appelle le 4.0. Le 4.0, ce n'est pas une fin en soi, c'est une démarche. Le 4.0, c'est d'aller chercher, d'avoir en place des systèmes qui sont capables de nous générer la bonne information à propos de notre production, qui nous permet, elle, de prendre des bonnes décisions d'affaires. C'est d'être capable de bien évaluer notre capacité de production, de bien évaluer nos processus et leur performance. Puis faire ça, c'est difficile quand il y a quelqu'un encore qui mesure avec un cul de poule puis qui flatte de la garniture avec une maryse. Donc, ces systèmes-là vont nous tendre à faire aller vers une démarche structurée d'acquisition, d'intelligence et de données qui vont nous faire prendre les bonnes décisions. Aussi et surtout, quand on fait une démarche là, de 4.0, que ce soit la mécanisation, de l'automatisation, de la digitalisation au niveau des opérations, l'implantation d'un logiciel, un ERP, un WMS, là, peu importe le système que vous allez avoir, cette implantation-là, ce projet-là doit être lié à votre stratégie industrielle. Donc, vous devriez avoir une vision constante ou garder constamment à l'œil que ce que vous faites comme projet dans votre entreprise, c'est adossé à votre stratégie industrielle et à la vision de l'entreprise. Exemple, c'est bien le fun d'avoir un robot là, puis qui fait plein d'opérations robotisées, puis c'est super beau sur le site web, on met une vidéo du robot. Mais si ce robot-là n'ajoute pas de capacité à votre production, bien, ce n'est pas ça dont vous avez besoin. Puis ce système-là, bien qu'il est techniquement super intéressant, puis ça flash, puis c'est beau, puis il y a des lumières. Si ce n'est pas lié à votre stratégie industrielle, ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Même chose avec l'idée initiale qu'on avait besoin d'un four en continu. Bien, ça aurait été super beau de montrer un four en continu. Là. Puis quand on fait des visites, là, les produits ils rentrent d'un bar puis ils sortent de l'autre tout seul. Puis là, ça se refroidit puis ça tourne. Puis... Sauf que ce n'est pas ça dont l'entreprise, ce n'était pas lié à la stratégie industrielle. Et donc, le projet, on l'a abandonné. Et voilà, c'est important, c'est ça. Ça revient à avoir une croissance en contrôle et à l'échelle humaine, dans le respect des valeurs d'entreprise puis des humains qui sont dans l'entreprise, qui composent l'entreprise. Il reste qu'au-delà du facteur technologique, le facteur humain, c'est le facteur le plus important dans la réussite. Exactement. Donc, voici pour notre conférence. S'il y a des questions adressées, ce serait le moment de pouvoir y répondre. Oui, j'allais le proposer. On a une question qui est rentrée et moi, je vous poserai la mienne s'il n'y en a pas d'autres avant. En tout cas, très belle. D'abord, on a vos propos, très belle présentation. Moi, ça me permet de… Vous savez, nous, on organise le CIAL et on a aussi un processus de construction qui est assez automatisé, je dirais, dans la conception, mais qui n'a pas de robot pour ça, etc. Mais par contre, c'est toujours intéressant de voir ce que font nos clients d'une certaine manière, parce que, bien évidemment, nous, on essaye d'être le marché qui englobe un peu
non seulement les produits, mais aussi la technologie et qui permet à nos clients qu'ils soient des visiteurs ou des exposants à toujours répondre à travers les solutions qu'on propose et surtout les solutions que proposent les exposants de continuer à croître. Et je trouve que c'est intéressant dans votre approche, Mathieu, c'est qu'on voit quand même la démarche qu'il y a à avoir pour simplement faire mettre en valeur comment dire, une production, alors que nous, parfois, on a la vision très simple de dire, voilà, on met un produit, on le met, ça se transforme comme ça, et puis ça ressort comme ça, etc. Là, c'est beaucoup plus clair, et en plus de ça, de l'expliquer aussi comment dire, dans un aspect de croissance, parce que c'est bien d'avoir une chaîne de production, mais en même temps, si cette chaîne de production ne produit plus assez face à la demande, comment on fait pour l'améliorer, c'est aussi un autre sujet. Donc ça, c'est pour nous, en tout cas en tant que spectateurs, c'est vraiment une connaissance très intéressante à travers un cas pratique qui est évidemment la boulangerie Saint-Donat. Merci en tout cas pour ce transfert d'expérience. Alors j'ai une question pour vous. Mathieu, est-ce que tu pourrais expliquer plus en détail le continuum boulangerie, atelier, usine automatisée? Ben, en fait, on le voit là, la boulangerie, là, c'est plus un atelier. Là. Il y avait peut-être qu'on aurait pu considérer que la gamme ou les opérations de fabrication du carré aux dates étaient encore un atelier. On l'a fait passer au niveau usine en automatisant les opérations. Par contre, ce qu'on pourrait expliquer, là, mettons, c'est quelqu'un qui fait des saucisses à la maison. Il s'est acheté 2-3 équipements, il fait sa recette de saucisses. Bien là, on est vraiment dans la production artisanale. Là, il en offre aux voisins, il en offre aux collègues au travail. Puis là, finalement, il s'aperçoit que ces saucisses, ils ont beaucoup de succès. Puis là, il y a besoin, à un moment donné, il y a une limite à ce qu'on peut faire à la maison là, en mettant la hachoir à viande sur le coin de l'îlot. Bien là, il se dit, OK, je vais me louer un local dans une coop. Puis je vais avoir plus de pieds carrés, puis je vais avoir une grosse bassine, puis je vais être équipé là, pour travailler. Mais là, il passe de la production vraiment artisanale dans notre cuisine à la production atelier parce que la demande était là. Puis à un moment donné, il y a une limite à ce qu'on peut faire dans notre cuisine avec les outils qu'on a à la maison. Donc, il s'équipe d'outils de calibre commercial. Puis là, une fois de temps en temps, ben, monsieur l'époux ou madame l'épouse va aider. Puis là, à un moment donné, ben là, c'est grand-maman qui fait ça 2 jours par semaine ou c'est son cousin qui va les livrer parce que là, lui, il est plus capable de faire. Bon. À un moment donné, il a commencé dans sa cuisine artisanalement. Là, après ça, il a gradué à l'atelier. Bien là, à un moment donné, son atelier, il a beau produire. Il ne peut pas faire ça 24/7 dans son atelier. Il est obligé d'avoir, premièrement, il y a d'autres gammes de produits. Il veut ajouter des produits fumés. Puis là, à un moment donné, son petit espace dans une coop, on n'est plus rendu là. Donc, il va encore graduer. Puis là, il peut se rendre et étirer son élastique le plus loin possible là, avant de constater que là, ça ne marche pas. Mon carnet de commande est tellement gros qu'il faudrait que je fasse ça 21 heures par jour, tous les jours. Moi, c'était un peu un loisir. Je suis obligé de laisser tomber mon travail à temps plein pour faire ça à temps plein. Donc, là, à un moment donné, il décide, OK, je prends le risque, je me lance, je me développe un plan d'affaires, puis là, je passe en mode usine. Passer en mode usine, ça ne veut pas dire que je suis Elon Musk puis j'investis 1000 milliards dans une usine complètement robotisée. Mais là, je vais avoir un kit de chargement, un kit de déchargement, je vais avoir un vestiaire pour mes employés, je vais commencer à vendre chez des détaillants, pas juste à des individus. Je vais mettre en place, là, j'ai peut-être des enjeux potentiels de contamination croisée. Je veux sortir de la province, donc il faut que je sois agréé national, il faut que je pense en termes d'HACCP, contamination croisée. Mais là, on est rendu au niveau de l'usine. Et après ça, ben là, le passage, c'est de dire, c'est le premier exemple qui me vient en tête, là, mais les produits Roma. Les produits Roma, là, c'est pas un atelier, c'est une usine. Une usine. Là, il y a du porc qui rentre là-dedans, monsieur, à coup de camion. Puis il y a des saucisses qui sortent à coup de camion. Il y a des systèmes en place, des corps de travail. Donc, la démarche de passer d'une boulangerie de village, initialement, là, depuis 1924, qui ont été déjà ateliers pendant longtemps. À un moment donné, ça a passé usine qui a grossi, usine qui a dû s'agrandir.
Usine qui est rendue maintenant dans toutes les facettes de ses opérations automatisées. Bien là, l'étape d'après, puis on en a parlé un peu, là, mais une des contraintes qu'il y a dans la démarche avec la boulangerie, puis c'est parfait, puis on vit avec ça, c'est le respect de la pâte puis la façon d'obtenir les fonds de tarte. Bien, si on veut passer à l'étape suivante, il faudrait tourner le dos à cette caractéristique-là. Puis ça, c'est non. C'est clair, c'était clair depuis le début. C'est clair pour nous, c'est clair surtout pour Mariette. Mais il faudrait extruder la pâte puis la puncher, la poinçonner avec un poinçon. Là, on serait rendu. Ce type d'usine-là, -là, c'est pas ça qu'on veut. Donc, nous, dans le respect de cette contrainte-là, puis en le sachant, puis c'est parfait que Marie-Ève le sache, parce qu'on en a des montagnes de clients qui sont indécis, qui ne savent pas, ou ça a le mérite d'être clair. Donc, ce continuum-là, on n'est pas obligé de franchir ces étapes-là. Mais à un moment donné, si on veut aller chercher plus, il faut éventuellement faire la marche. J'espère que c'est clair. Non, c'est une très belle réponse. Très, très bien encore avec les saucisses. On comprend très, très bien tout ça. C'est pour Marie-Ève, on a une question. Qu'est-ce qui est le plus important? Le manque d'automatisation ou le manque de main-d'œuvre? Comment faire la balance? Comment faire la balance? C'est sûr qu'il y a oui, on manque de main-d'œuvre, mais il y a des gestes qu'on ne peut pas remplacer par une machine. Fait qu'on essaie de voir en automatisant qu'est-ce qui a le moins d'impact sur le produit, qu'est-ce qui permet justement de garder le côté artisanal du produit puis qui a moins d'impact et où il y a beaucoup de main-d'œuvre. Je vais donner l'exemple de notre prochain projet, c'est automatiser la mise en tôle. À la fin de la ligne à tarte, bien, la personne, présentement, c'est quelqu'un qui prend la tarte puis qui la met dans la tôle et qui prend la tôle puis qui met ça dans l'échelle. Bien, ça n'a pas d'impact sur la qualité du produit, fait que ça va être notre prochain projet d'automatisation. D'accord. À un moment donné, en effet, c'est plus. Est-ce que non, mais j'entends tout ce que vous dites. Ça veut dire que vous êtes rendu aujourd'hui pratiquement à une efficacité totale d'automatisation dans votre chaîne de production? Je ne pourrais pas dire ça, non. Il y a encore plein de tests qu'on pourrait automatiser, mais soit qu'il n'y a pas le volume pour justifier l'investissement, donc là, on continue de le faire à la main. Soit qu'il y a d'autres enjeux au niveau des clients qu'on ne peut pas se permettre d'investir des montants importants pour automatiser une production. Parfait. OK. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que le manque de main-d'œuvre est plus important qu'un bon ROI dans un projet d'automatisation? Est-ce que le manque de main-d'œuvre est plus important? Bien, souvent. Mettons, si je prends l'exemple des palans qu'on a installés pour aider aux employés à manipuler les blocs de gras, les poches de cassonade, tout ça. Il n'y a pas vraiment de retour sur investissement qui se calcule facilement, mais c'est beaucoup plus pour prendre soin de notre main-d'œuvre, qu'ils aient un travail plus facile et pour qu'on puisse mettre plus de monde à ce poste-là, autre que des gars bien baraqués qui sont capables de plein de poches de farine, de cassonade toute la journée. Je sais pas. Remarqué. C'est des gestes répétitifs et on sait très bien que les gestes répétitifs dans les industries comme ça, dans les usines, c'est un gros problème pour l'être humain en particulier. Si vous permettez que j'ajoute quelque chose à ce niveau-là, ça va faire 20 ans que je fais de l'automatisation, principalement dans l'alimentaire puis dans les breuvages. La dynamique du retour sur investissement comme étant le seul axe de prise de décision sur des projets d'automatisation est en train de se perdre. À un moment donné, oui, il y a les problèmes de main-d'œuvre. On ne peut pas juste dire on va éliminer toute la main-d'œuvre pour éliminer toute la main-d'œuvre. Ça, effectivement, il y a certains gestes qui ça prend des humains. Ça devient, oui, l'intelligence artificielle, l'automatisation, la robotique. À un moment donné, ça devient tellement complexe, compliqué et lourd que nos seuls employés vont être des doctorats en génie, puis ça ne fait pas nécessairement de sens. Il n'y a pas beaucoup de docteurs en ingénierie à Saint-Donat non plus. Mais on voit de plus en plus que l'automatisation va continuer de devenir et de croître comme étant une condition de survie, en fait. Parce que si l'entreprise ne fait pas d'automatisation,
bien, le voisin va le faire ou le régional va le faire, ou pire, la personne au sud de la frontière ou la personne au-delà d'un océan le fait, puis à un moment donné, le client, confronté à une différence de prix qui n'a aucun sens, il va être prêt à sacrifier 30 de la qualité de la tarte, mais de la payer juste $1. À un moment donné, il va falloir que les entreprises fassent la démarche puis entament cette démarche-là, même si les retours sur investissement ne sont pas toujours instantanés à 18 mois, mais de le voir comme étant une obligation de survie d'entreprise et de croissance d'entreprise. Parce que malheureusement, là, mondialisation ou pas, on pensera ce qu'on voudra d'achat local, etc. À un moment donné, c'est pas vrai qu'on peut être compétitif surtout dans tout. Puis c'est pas vrai non plus que les consommateurs sont toujours prêts à payer pour le surplus de qualité de quelque chose qui est fait de manière artisanale ou vraiment très manuelle. Donc, il y a une porte à l'entrée, puis à un moment donné, ça va juste être, regardez, si on n'automatise pas, on va être obligé d'abandonner complètement cette gamme-là de produits. Fait qu'il faut faire un choix. Alors moi, j'ai deux questions pour vous deux, une pour vous deux et une pour Marie-Ève. D'abord, est-ce que la pandémie a fait, je dirais, retarder certains investissements chez Boulangerie Saint-Donat, en particulier avec le fait qu'il y a peut-être eu beaucoup plus de main-d'œuvre sur le marché et qu'on a décidé de reporter un investissement qui aurait dû avoir lieu cette année en disant il y a plus de monde sur le marché, donc c'est tout bénéfice. C'est pas le cas. Je vous confirme qu'il n'y a pas plus de monde sur le marché. Certaines mesures qui ont été mises en place qui n'ont pas aidé. Puis non, nous, nos projets qu'on voulait faire, on voulait les faire. On a eu des délais parce qu'il y a eu des fermetures chez nos fournisseurs d'équipements et tout ça. Fait que non, au contraire, on a pris du retard dans ce qu'on voulait faire. Puis c'était vraiment pas notre choix. Je sais pas, Mathieu, si tu peux rajouter là-dessus, là, mais... Non, on a été chanceux. Quand il y a eu le déclenchement de la pandémie, là, il y a beaucoup de nos clients chez Progima qui ont soit mis sur pause ou abandonné complètement des projets. Mon équipe et moi d'agroalimentaire, on a été chanceux d'avoir des clients qui, eux, ont dit « Laissez-nous quelques semaines pour nous adapter à cette nouvelle réalité-là. » L'autre chance, on ne peut pas dire chance, là, mais l'autre chose qui a joué en la faveur des gens d'agroalimentaire, c'est que la plupart des endroits sont déjà habitués de se laver les mains, de mettre un sarrau. La mise en place des mesures sanitaires, à part la distanciation ou l'installation de plexiglas ou choses comme ça, il y avait beaucoup moins de travail à faire au niveau de l'agroalimentaire qu'au niveau de manufacturiers de trains d'atterrissage d'avion, qui, lui, la réalité de contamination croisée est complètement inconnue pour lui, là. Donc, on a été chanceux. Nous, les projets, la plupart de nos clients agroalimentaires, rapidement, ont dit on ne veut pas abandonner les projets. Dans le cas de Marie-Ève, c'est là, on est vraiment décidé à les faire. On a un autre client aussi qui travaille au niveau de la confiserie qui, pour eux, la pandémie, a amené une augmentation des volumes de vente et deux, une forte diminution de la main-d'œuvre. Parce qu'il y a beaucoup de papas, de mamans, de familles qui se sont retrouvés, les enfants doivent être à la maison, on a des enjeux de garderie, on a des enjeux de nez qui coule et donc, la main-d'œuvre est vraiment pas plus disponible. En tout cas, nous, c'est ce qu'on constate auprès de nos clients. On sait aussi que la PCU a aussi eu des effets pervers là-dessus, bien évidemment. C'est sûr que pour les emplois à basse qualification, là, c'est pas facile. J'ai une dernière question et on finira sur celle-ci si on n'a pas une autre question. Je voulais poser cette question à Marie-Ève. Avant de faire votre évolution justement d'usine, est-ce que vous avez fait le tour d'autres usines de produits comme le vôtre, et faire des visites, etc. Est-ce que vous avez eu cette chance-là? Faire des visites d'usines, oui, c'est arrivé. Oui, des plus grandes usines, des plus petites usines. Oui, c'est toujours super intéressant. Puis on peut toujours attraper un petit plus et des fois se comparer et se dire ben bravo. Donc vous le conseillez alors, vous le conseillez à tout le monde d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Absolument. Vraiment, oui. Parfait.
Bah, écoutez, moi je suis content de cette conférence parce que je connaissais, on s'imagine beaucoup de choses autour de la robotisation, d'automatisation, etc. Mais et surtout quand il y a le terme artisanal avec robotisation, souvent c'est quelque chose qu'on pense complètement paradoxal. Mais vous avez été super clair dans votre présentation et je voudrais encore une fois vous remercier tous les deux. C'était très intéressant. J'invite d'ailleurs toute l'audience qui est encore en ligne s'ils veulent faire revoir la vidéo, ben, elle sera disponible dans quelques heures sur la chaîne YouTube et sur la partie section conférence en rediffusion du salon virtuel. Je vous remercie encore une fois tous les deux pour votre temps, à toutes les personnes qui ont assisté à cette conférence et je vous souhaite encore, déjà aller voir Projima, ils ont un stand, je ne sais pas si vous avez un stand, par contre j'ai un peu honte de vous demander ça, Marie-Ève. Dans le salon virtuel, oui. Nous, non, pas cette année. Bon, très bien, la prochaine fois. Mais en tout cas, allez voir Projima. Pas de problème. Bonne visite virtuelle à tous et je vous souhaite bonne fin d'après-midi. À bientôt. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci beaucoup.